Bon, et si on mettait de côté tout ce qu'on pense savoir sur le BDSM? Juste un instant. Oublions les clichés, et si on explorait une vision, complètement différente. Une vision qui parle de philosophie, de discipline, et même d'une forme d'art. Un art qui serait entièrement basé sur la recherche d'un équilibre, d'une connexion. Voilà la question qui va nous guider. Et c'est une question importante, parce que voir les choses sous cet angle, comme un art et non juste une pratique, ça nous oblige à tout repenser. Ça nous force à creuser plus loin que les idées reçues pour trouver une profondeur qu'on ne soupçonnait peut-être pas. Au cœur de ce modèle, il y a une idée vraiment puissante, celle d'un triangle dynamique. Imaginez un peu ça comme un cycle de service mutuel. Le maître, lui, il est au service de la relation. La soumise, elle, est au service du maître. Et la relation, la relation en retour vient nourrir la soumise. Vous voyez, c'est un véritable écosystème où tout est en équilibre. Évidemment, une dynamique pareille, c'est ambitieux, ça ne s'improvise pas du tout. Non. Comme n'importe quelle grande œuvre, ça a besoin de fondations. Des fondations solides. Et c'est exactement ça le concept ici. On parle de l'architecture de la confiance. Et cette architecture, elle repose sur 4 grands piliers. D'abord, 1, il faut s'assurer qu'on parle la même langue, qu'on comprend les mêmes principes, c'est la base. 2, on définit le style, en gros la couleur, la nature de la dynamique. 3, on établit ce qu'on pourrait appeler la constitution de la relation, c'est-à-dire ses règles. Et enfin, 4, l'étape absolument cruciale, on cartographie les limites, on trace la carte de ce qui ne doit jamais être franchi. Et là, on voit bien comment les rôles sont complémentaires, c'est super intéressant. Le maître, c'est l'architecte, c'est lui qui pose les questions, qui dessine les plans de la structure et surtout qui écoute. Et la soumise, elle devient la cartographe de son propre monde intérieur. Son travail, c'est de fournir une carte la plus honnête et la plus précise possible de son territoire. C'est ce qui garantit que l'exploration se fera en toute sécurité. Et là, il y a une idée qui peut sembler paradoxale, mais qui est centrale. On pourrait croire que toute cette préparation, c'est hyper rigide, que ça tue la spontanéité. Mais en fait, c'est tout le contraire. Le point qui est martelé, c'est que c'est justement cette préparation minutieuse, cette structure, qui va permettre à une vraie spontanéité de naître et de s'exprimer, en toute sécurité. Ok, alors les fondations sont posées. Maintenant, la structure prend vie. On quitte les plans de l'architecte et on entre dans la pratique. Et cette pratique, elle est décrite comme une danse, la danse de l'instant. C'est tout l'art de s'adapter en temps réel. Chaque scène, c'est un peu comme une histoire en fait. Elle a son propre arc narratif. Il y a un début bien sûr, puis une montée en puissance, un climax et très important, une descente. Savoir gérer ce rythme, c'est la clé pour pouvoir jouer avec l'intensité, l'orchestrer, sans jamais qu'elle ne devienne submergente. Parce que le vrai dialogue, pendant une scène, il est souvent silencieux. Il est non-verbal. Tout l'art, c'est d'apprendre à lire ces signaux, parfois infimes. Le rythme de la respiration qui change, un tout petit tressaillement musculaire, une micro-expression qui passe sur un visage, un regard qui se voile. C'est cette écoute-là, cette écoute totale, qui permet d'ajuster le tir en permanence. Et ça nous amène à une idée qui tord le cou à pas mal de clichés sur le pouvoir. La vraie puissance, ce n'est pas de suivre un plan à la lettre, de façon rigide, pas du tout. Le véritable pouvoir, c'est la capacité à sentir la réalité de l'instant et à danser avec. Mais attention, s'adapter ne veut pas dire hésiter. Et toute la subtilité est là. Une fois qu'une décision est prise, l'action doit être menée avec une intention claire, totale, sans faille. C'est la conviction qui maintient l'état d'immersion. L'hésitation, elle, la brise nette. Jusqu'ici, on a beaucoup parlé de technique, d'action, le comment. Mais tout ça, ce n'est que la surface. Pour que la pratique ait un vrai sens, il faut plonger plus profond. Il faut s'intéresser à la psychologie, au moteur qui anime chacun. On passe du quoi au pourquoi. Ce n'est plus juste savoir quoi faire, mais comprendre pourquoi l'autre désire ça. Pourquoi cette chose en particulier. Et ça, ce travail de compréhension, il se fait en dehors des scènes, dans le dialogue. C'est là qu'on explore vraiment l'univers de l'autre, avec ses peurs, ses espoirs. C'est ce qui donne tout son sens à l'expérience. Et cette introspection, bien sûr, elle vaut aussi pour soi-même. C'est même fondamental. Pourquoi est-ce qu'on est attiré par le contrôle ou à l'inverse par le lâcher-prise? Est-ce que c'est un besoin d'ordre, une façon de compenser quelque chose? Comprendre ses propres moteurs, c'est la clé pour une pratique plus consciente, une pratique où l'ego n'est plus aux commandes. Au final, on peut avoir la meilleure technique du monde, connaître tous les outils sur le bout des doigts. Mais comme le résume parfaitement cette phrase, sans la psychologie, tout ça c'est une coquille vide. La véritable maîtrise, elle ne vient que de la compréhension profonde des dynamiques humaines qui sont en jeu. Alors, que se passe-t-il quand tout s'aligne? Quand l'architecture, solide, la danse de l'instant et la compréhension psychologique fusionnent? Eh bien, on atteint ce qui est décrit comme l'étape ultime, on arrive à une connexion pure. C'est ce qu'on appelle un état de conscience altéré.
Pour la personne soumise, ça se traduit par un lâcher-prise total, la pensée analytique qui s'efface complètement pour laisser place à une expérience purement sensorielle, instinctive. Et pour le maître, c'est un état de concentration absolu, un flow, où les décisions ne sont plus réfléchies, elles sont justes, elles deviennent fluides, sans effort. Dans cet état de flow, la dualité disparaît. Il n'y a plus de personnes, deux volontés séparées. Il y a une seule unité d'intention. Les actions de l'un appellent les réactions de l'autre de façon si parfaite, si alignée, que c'est comme si tout émanait d'une seule et même conscience. C'est ça, l'idée derrière ce 1 + 1 = 1. Mais une connexion aussi intense, ça ne s'arrête pas comme ça en claquant des doigts. L'expérience, et surtout la conscience de cette connexion, elle continue, elle demeure bien après la fin de la scène. Et c'est ce qu'on appelle l'aftercare, ou le soin d'après. Et il faut être clair, l'aftercare, ce n'est pas une option. C'est une partie essentielle du processus. C'est le prolongement de la connexion. C'est un moment de soin, de bienveillance, qui permet un atterrissage en douceur, pour ramener les corps et les esprits à la réalité. Et c'est surtout ce qui permet d'intégrer tout ce qui a été vécu de façon saine et positive. Et on boucle la boucle. On arrive à la clé de voûte de toute cette philosophie. Finalement, le but ultime, ce n'est pas le contrôle, non. Le but, c'est de créer un espace de confiance tellement parfait, tellement absolu, que les mots maîtrise et soumission perdent leur sens. Ils sont transcendés. Il ne reste plus que la connexion. Ce qui nous ramène à notre toute première question, mais vue sous un jour nouveau. Et si la finalité de tout ce cheminement, de toute cette discipline, ce n'était pas du tout la domination, mais plutôt une forme ultime, la plus pure, de connexion? Voilà une question qui mérite qu'on y réfléchisse.